Connu, qui a eu un énorme impact parce qu'il y avait des massacres d'Européens, c'est la libération d'une vingtaine de religieuses à Buta. Ça a beaucoup apporté au crédit des mercenaires, et puis je pense que émotionnellement, évidemment, dans le contexte de l'extrême violence, ça a forcément suscité une fibre émotionnelle chez Bob Denard. 20 jours, 600 km à peu près, et 20 secondes de combat. Le vieux était content, et bien sûr, on a eu droit à quelques bouteilles ouvertes à la mission catholique. Et là, les voilà le lendemain donc dans une bétaillère, et elles vont rejoindre l'avion. Cette libération des sœurs, Bob Denard l'évoquera toute sa vie. Elle s'accompagne du sauvetage de milliers de civils qui s'étaient cachés en brousse pour fuir les exactions des Simba. Parmi elles, Marie-Élise. Elle va l'accompagner pendant plus de 40 ans. La démarche qu'il a eue et tout. Même derrière, il me plaisait. Ses yeux, quand il regardait, bleu comme ça, qui me perçait. Je suis tombée amoureuse de l'homme, le tout. Après, j'ai compris l'homme qu'il était, c'était son secret. Ce qui s'est passé là-bas, j'étais pas au courant. Je sais pas pourquoi. Il aimait pas le mot de mercenaire parce qu'on lui disait les mercenaires. Il a dit non. Les mercenaires, on les engage pour tuer. Nous, on est des volontaires. On est venu pour libérer. Je gardais sa version, bien sûr, mais pour moi, il était mercenaire aussi. Ça ne m'a pas empêché de l'aimer. En novembre 1965, le général Mobutu, chef des armées, s'empare du pouvoir par la force. Une de ses premières décisions est d'écarter Moïse Tshombe du pouvoir. Denard va du coup être obligé de traiter, de négocier avec le nouveau chef d'État congolais qui est le général Mobutu. C'est là où Denard devient une figure de premier plan. Il est nommé colonel dans l'armée congolaise. Il se voit confier des missions clés par Mobutu. Je suis colonel africain. Je ne suis pas le colonel de l'armée française. Dans l'armée française, j'ai terminé ma carrière comme caporal. D'un côté, je ne regrette rien parce que si j'avais suivi une carrière normale, j'aurais fini comme mon père, quoi, adjudant-chef. Cette promotion de Bob Denard attire l'attention du gouvernement français. Le colonel africain est désormais à la tête de 15 000 soldats congolais et de 1200 volontaires européens. Il traque les derniers combattants Simba et contribue ainsi à mettre un terme à cette guerre. Mais une fois le travail fini, Mobutu décide de mettre fin à leur collaboration. En 1967, nous nous sommes aperçus que les autorités congolaises de l'époque envisageaient de se séparer de nous. Donc, au lieu de nous licencier régulièrement, avec le contrat que nous avions, on avait imaginé de nous désarmer, de nous renvoyer sans indemnité. Donc, nous n'avons pas accepté de déposer des armes. Pour Bob Denard, cette trahison financière et morale ne passe pas. Avec ses hommes, il prend les armes contre Mobutu. Leurs ennemis sont désormais les milliers de soldats congolais qu'ils ont formés et entraînés pendant des mois.
Cette révolte des mercenaires va durer plusieurs semaines. Bob Denard est en première ligne. Quand ils ont tiré, c'était une balle perdue qu'il a blessé. Il était blessé à la tête et il était paralysé sur le cou. Il avait des sangs partout quand j'ai fait comme ça. Je croyais qu'il était mort. Quand il a été blessé, il n'y avait plus que le bras gauche qui marchait quand même. Après, il a gardé des chaussures sur mesure qui se faisaient faire et une canne. Il est nécessaire des fois de s'arrêter pour faire le point et faire des fois un retour aux sources. J'ai eu une fille avec lui. Et on allait dans la maison familiale à Gréan, dans le Médoc. Là où il avait fait construire les garages Citroën, dont la société Sivram. Il avait décidé de poser ses valises et travailler comme tous les Français. Si j'ai construit ce garage, je l'ai fait non seulement avec l'argent personnel que j'avais, mais aussi avec un emprunt. Ma blessure de 1967 faisait que j'étais aussi fatigué physiquement. Et donc, c'était une période de repos et de recyclage moral. Et un jour, il est rentré, elle me dit, il faut que je te parle. Qu'est-ce qui va me sortir encore? Et elle m'a dit, voilà, cette vie-là, ça ne me convient pas. Je me sens en prison. Peut-être qu'il avait déjà eu des contacts qu'on lui proposait, j'en sais rien. Elle me dit, je pars. J'ai dit quoi? Elle me dit, c'est ça? Ou alors tu m'enterres. J'ai dit, écoute, mais vas-y, fais ta valise Foulcan. Bob Denard retrouve son uniforme. Direction les Comores, un petit archipel de l'océan Indien à 8000 km de son Médoc natal. Un an plus tôt, 3 des îles ont arraché leur indépendance à la France. Mais le nouveau président, Ahmed Abdallah, vient d'être renversé par un jeune ingénieur agronome, Ali Swali. Ce dernier a besoin d'aide pour asseoir définitivement son pouvoir. L'histoire des Comores est venue comme un cheveu dans la soupe. J'ai été contacté par le directeur de la compagnie d'aviation des Comores qui m'a expliqué la situation. Il y a eu la déclaration d'indépendance et puis qu'il y a eu un mini coup d'État et on m'a expliqué que pour réunifier les îles, il faudrait une petite organisation avec la formation d'une armée. Je suis parti aux Comores avec... D'abord, on était 5, avec 5 de mes compagnons. Malgré l'indépendance des 3 îles qui vont former la République des Comores, il y a un intérêt pour la France à peser sur cet espace. Et donc, la France non seulement laisse faire, mais permet que le mercenaire Bob Denard reprenne activement du service et soit mis à disposition d'Ali Swali pour faire la reconquête de l'ensemble de l'archipel. C'est plus une démonstration de force en réalité qu'une opération réellement. Avec un budget de 100 000 $, Bob Denard et ses adjoints forment 200 jeunes Comoriens qui ont fait le coup d'État avec Ali Swali. En quelques semaines, ils reprennent le contrôle des îles.
Mais Bob Denard est un homme qui cultive le secret. À sa famille ou à ses amis qui lui posent des questions, une seule réponse, le silence. En 75, j'étais pas au courant. Elle m'a dit, si tu regardes les infos, t'inquiète pas, tout va bien. Point. Je savais pas de quoi il parlait. Mon père n'était pas très bavard, c'était un taiseux, hein, donc quand on se voyait, on allait au cinéma, donc on se faisait d'abord un film de guerre, et puis peut-être après un western, et puis si on était en forme, un petit James Bond ou un truc comme ça, quoi. On jouait aux échecs, donc pareil, on réfléchissait, on parlait pas, donc c'était toujours très très silencieux, mais avec beaucoup de respect, quoi. L'opération militaire aux Comores est un succès. De quoi envisager pour l'Élysée de s'allier au coup par coup avec celui qui s'est imposé comme le chef des mercenaires français. À la fin des années 70, Bob Denard a des contacts au plus haut niveau au sein des services secrets français. Ça passe d'abord par le SDEC, donc les services secrets extérieurs de la France, l'ancêtre de la DGSE. Et puis plus il avance dans la carrière, plus ses contacts sont directs avec Jacques Foccart, qui est le personnage le plus influent du monde qu'on appelle habituellement la France-Afrique. Moi, je ne suis pas un homme de service, je ne suis pas un honorable correspondant. Je suis un freelance qu'on a utilisé, mais pour moi, je n'ai jamais été un homme appointé des services, je n'ai jamais reçu le moindre centime de service, mais j'ai eu des feux verts, plutôt même pas des feux verts pour faire des opérations, mais des feux oranges. Et c'est là où on rentre dans le système dit des feux de couleur, où quand on est dans la demande d'une opération par les mercenaires, l'État français peut dire feu vert, et là ça veut dire que très concrètement l'État va être en appui. Feu orange, ça ne leur pose pas de problème, mais ils ne veulent pas être impliqués. Et puis le feu rouge, l'État en gros empêchera l'action d'être menée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le feu orange, il faut quand même l'interpréter par l'idée que on le laisse faire. Et c'est avec un feu orange du gouvernement français que Bob Denard accepte une nouvelle mission. Protéger les intérêts pétroliers de l'Hexagone dans une ancienne colonie portugaise. En 1976, l'Angola, qui vient tout juste d'obtenir son indépendance, est au cœur de la guerre froide. Des factions communistes et des groupes pro-occidentaux s'affrontent pour contrôler ce territoire, qui regorge de diamants et de minerais. En particulier au Cabinda, une riche enclave pétrolière un peu à l'écart du reste du pays. Bob Denard y envoie une de ses équipes. Le pétrole français ne doit pas tomber dans les mains des communistes. Parmi les mercenaires installés dans le camp militaire de Tchela, le commandant Jean l'Écrivain, en polo vert, au bout de la table. Là, c'était notre base à nous, où on a fait l'instruction. Bon, il y avait les cabinets qui étaient dans un camp, et nous, on était dans des villas, et on allait au travail le matin pour les former les sections, les bataillons, les compagnies. Alors, il faut s'occuper des munitions, leur distribuer l'armement, leur apprendre à tirer, leur apprendre à progresser, l'instruction en combat. Et puis, les cabinets au pas de tir, comme ça. Il valait rien du tout. Les mercenaires et leurs recrues indépendantistes sont en sous-nombre face aux forces du gouvernement angolais. Cabinda s'était cuit, on ne pouvait rien faire. D'abord, on était que 9. Il y a eu 2 morts européens. On ne parle pas des morts du Cabinda. Le Cabinda, on ne sait plus.
Et surtout des mutilés, parce que c'était les champs de mines. Tout était miné, toute la frontière était minée. Les Cabindais ont couru sur les champs de mines, il y a eu 18 jambes arrachées. Impossible de donner l'assaut ou quoi que ce soit. Et là, on a eu l'ordre de décrocher. Le Cabinda est un échec. Mais Bob Denard rejoint ses hommes en Angola à la demande de Paris sous un faux nom. Il travaille désormais pour un seigneur de guerre anticommuniste, soutenu par la France. Jonas Savimbi. Ce qui est relativement précieux, c'est qu'on a le contrat qui est passé par Bob Denard, alors, qui ici est appelé Jean-Paul Berthier pour des besoins qu'on comprend facilement, mais on a la somme 425 000 dollars américains. Chaque peine mérite salaire. Je ne peux pas dire que le mercenaire n'était pas payé. Je ne suis pas assis sur un tas d'or, comme on le pense, mais partout où je suis passé, je pense que le salaire n'a jamais été une motivation. Ça a été un élément. Ça n'a pas été uniquement cette motivation. Vous connaissez beaucoup d'hommes, beaucoup d'êtres humains qui vont aller se faire tuer pour de l'argent. Il y en a beaucoup qui sont venus par esprit d'aventure, il y en a beaucoup qui sont venus par idéal. Un idéal mis à mal une nouvelle fois par l'arrivée de milliers de soldats du régime cubain de Fidel Castro. Il arrivait 150 Cubains par jour. Ils sont arrivés, ils étaient 15 000 à la fin. Et à ce moment-là, nous, on n'était plus que 20. On attendait, on se mettait en emplacement de combat, mais il n'était pas possible de tenir. Et on a reculé sans arrêt. La France, pendant 17 siècles, n'a utilisé que des mercenaires. Les rois de France étaient très avares du sang de leurs sujets et employaient des hommes d'armes. Et moi, je me suis toujours beaucoup plus considéré comme un corsaire. Alors, un corsaire, c'est quoi? Un corsaire, c'était à l'époque des rois, ils avaient des lettres de course. Moi, je n'avais pas de lettres de course, j'avais des passeports de la République. Les services français m'ont fourni des passeports pour mes opérations. Sans doute l'un des trésors des archives personnelles de Denard. Tous les passeports qui sont évidemment des éléments clés pour circuler à partir du moment où Denard est un personnage dont le nom est connu. C'est l'incarnation de l'action secrète, le b.a.-ba de l'action secrète. Ici, Dupuis comme identité, profession agent technique, Gilbert Bourgeot pour un second, né à Caen cette fois-ci, agent technico-commercial. Un autre passeport, cette fois-ci au nom de Rémi Destrieux, mèche un peu différente, voilà, un portrait inhabituel de Denard. Un autre avec Albert Demolle comme nom, agent commercial pour profession. Au total, une trentaine de passeports fournis par les services de renseignement français. Des vrais faux documents destinés à mener des opérations militaires que l'État ne peut réaliser au grand jour. L'État français cherche à préserver son influence en Afrique francophone et donc a besoin de beaucoup d'hommes tout simplement pour être sur le théâtre d'opération, ce que ne peuvent pas faire les services secrets, le service action qui concerne trop peu de personnel. Donc le mercenariat est finalement la voie la plus évidente pour obtenir des résultats. Mis au pouvoir aux Comores en 1975 par Bob Denard, Ali Swali a instauré une dictature marxiste dans l'archipel. L'homme a démantelé son administration, interdit le droit à la propriété privée et interdit la religion. En
1978, les îles sont devenues une dictature où se succèdent les emprisonnements abusifs, la torture et les exécutions publiques. Bob Denard est contacté par celui qui l'avait renversé 3 ans plus tôt, Ahmed Abdallah. Ce dernier lui propose à son tour de chasser Ali Swali du pouvoir. Le mercenaire hypothèque son garage et achète un bateau de pêche de haute mer. Il finance lui-même une partie du coup d'État avec Ahmed Abdallah. Et imaginé de créer une société commerciale au Panama. C'était un peu à la mode de faire une société de recherche sismique et géophysique. Et avec l'aide d'un camarade qui travaillait dans les questions maritimes, on a acheté des aménagements pour la recherche, des choses pour faire vrai, quoi. Et nous avons recruté le personnel, recruté quelques marins. Et là, en l'occurrence, j'étais l'armateur et le commandant du bateau. Toutefois, il faut signaler que l'autorité française était au courant de la situation. Bob Denard a reçu un feu orange de l'État français pour mener à bien cette mission dont la destination officielle est l'Amérique du Sud. On a été convoqué à Lorient où on s'est retrouvé sur un chalutier, l'ancien Terre Nova, un énorme chalutier de 80 mètres désarmé, mais qu'il fallait remettre en état. Et c'était vraiment une toute petite équipe. Denard voulait surtout ne pas acheter d'armes de guerre. Donc là, les armes, en fait, elles ont été achetées dans un supermarché par l'un de nous, à Bordeaux, fusil de chasse. Et à cette époque-là, à ce moment-là, aucun de nous ne savait où nous allions. En tout cas, même pas moi-même qui était le radio du bord et qui échangeait tous les jours avec Paris, même si on savait qu'on n'allait pas enfiler les perles. Les gars savaient pas où ils allaient. Enfin, moi, ça m'a toujours paru complètement hallucinant qu'ils partent et ils savent pas où ils vont. Ils ont des armes, ils ont des trucs, ils savent qu'ils vont faire un coup, mais ils savent pas où. Mais parce que c'est lui, tout le monde le suit et on y va, quoi. Pendant la nuit précédant le départ, on embarquait clandestinement 30 gars, 35 gars, je sais plus. On a fait le coup à 40 et des brouettes. Donc je ne vous raconte pas l'étonnement des mécaniciens et tout ça le matin. Quand on leur a dit que c'était des plongeurs, 40 plongeurs avec... Je crois que tout le monde a peur. Devant la question est de savoir dominer sa peur. Je crois que devant le danger, je ne connais pas d'homme qui n'ait pas peur, qui n'ait pas les tripes qui se serrent. Mais il faut savoir mettre sa peau au bout de ses idées. À bord de l'Antinéa, les hommes préparent les Zodiacs pour le débarquement. Mais ils ne savent toujours pas où ils vont. Après un mois de traversée en mer, le suspense prend fin. Quand on arrive près des Comores, Denard nous rassemble et nous dit voilà, les gars, on va aux Comores. Donc, il faut qu'on prenne l'île, qu'on dégage Ali Swali et qu'on remette de l'ordre dans ce merdier. À ce moment-là, donc, distribution des pactages, des treillis noirs superbes, très impressionnants. Et on mouille au large de Grande Comore. Ici, nous avons un plan qui correspond au plan de débarquement aux Comores. Avec le mouillage de l'Antinéa, ici notre bateau, les 3 Zodiacs sur lesquels nous sommes partis à 46, et ici la plage d'Île Sandra, où a eu lieu le débarquement. Le 13 mai 1978, le commando débarque sur l'île de la Grande Comore et s'empare des principaux points stratégiques. Nous, on file en courant au-dessus sur la présidence. Une sentinelle se fait, on est obligé de l'égorger pour ne pas nous faire repérer. Et puis, les gars qui sont devant forcent l'entrée de la présidence.
Là se font dessouder quelques sentinelles et chopent le président dans sa chambre. Il était avec des gonzesses, comme c'était souvent le cas, drogué, et se le garde au chaud. Voilà. C'est vraiment une très belle opération avec à la fois peu d'hommes et surtout quasiment pas d'exercice de la violence en réalité. L'effet de vitesse et de surprise dans l'exécution a suffi en réalité. Et là, ça a été tout à fait incroyable parce que moi j'avoue que je n'avais pas pensé à ça, mais là on a vu les gens commencer à arriver avec des you-you, c'était hallucinant. Des gens fous de joie, avec nous faisant une fête, enfin j'en croyais pas mes yeux, c'était incroyable. Et donc on a été accompagnés, comme ça, jusqu'à Mordi. On a l'impression vraiment de sauver un pays du fond du gouffre de l'enfer. Après 3 années d'oppression, la population comorienne exulte. Le retour du président Abdallah est vécu comme une libération. À ses côtés, Bob Denard triomphe enfin. Sa vie, pour moi, a été une succession d'échecs ou de choses mal abouties. Le Katanga se termine donc par le renvoi par l'ONU. Le Yémen se termine quand l'Égypte gagne finalement contre lui. Le Congo, pareil en fait, Mobutu qui prend quand même l'ascendant sur les mercenaires et ils se font dégager. Quand il arrive au Comores en 78, là pour le coup c'est l'homme qui voulut être roi, quoi. Il arrive, on lui met des colliers de fleurs autour du cou, on lui donne 2 femmes. Là, pour le coup, c'est réussi, quoi. Et à ce moment-là, il pose les valises, quoi. Il dit, on m'accepte enfin, alléluia. Si je voulais rester dans l'ombre au départ, je ne peux plus le faire maintenant parce que il y a trop de chaleur humaine, ça devient un problème sentimental. J'ai l'intention de m'établir définitivement ici en tant que Comorien à part entière. Bob Denard, converti à l'islam, prend le nom de Saïd Mustafa Mhadjou. Il est bien décidé à faire de ces îles sa nouvelle patrie. Mais les caisses de l'État sont vides et il faut relancer l'économie. Impossible tant que la sécurité de l'archipel et de la population n'est pas assurée. Évidemment, avec le coup d'État, l'un des enjeux, c'est la stabilisation du pays. Donc Denard reprend le modèle qui a déjà été éprouvé en Afrique, de construire une garde présidentielle, qui est donc à la fois une garde qui assure la protection personnelle du président, mais qui est en même temps l'unité d'élite du régime. J'ai fait 10 ans aux Comores avec Bob Denard. Il m'a donné les 10 plus belles années de ma vie. Voilà. Fabuleux avec lui. Il serait là, il faut re-signer, je signe tout de suite. La garde présidentielle, c'était environ 500 personnes. Le matin, tu commençais à 6h du matin. Déjà, tu commençais par 1 heure de sport. Là, c'est dur, hein. Footing, tous les jours, hein. Boxe, tout. Musculation, etc. On avait une salle de muscu, on poussait quand même assez en permanence, quoi. Hein. Chaque soldat devait connaître son arme parfaitement parce qu'on était hyper armés quand même, hein. La garde présidentielle de Bob Denard est chargée de maintenir la paix dans l'archipel. Un archipel stratégique pour l'Occident dans son affrontement avec le bloc communiste en cette période de guerre froide. La garde présidentielle ne coûtait rien aux Comoriens. Bon, ils l'ont peut-être jamais cru, mais c'était l'Afrique du Sud qui payait tout.
Et en contrepartie, ils ont monté une station d'écoute qui s'appelait la station Charlie et qui permettait d'écouter tout ce qui se passait au nord du Mozambique. On avait le Frelimo, l'ANC, etc. Donc c'était des trucs communistes. Et puis l'ANC a été estampillé terroriste, hein, à un moment, hein, quand même. Hein. Au fil des ans, la GP, comme tout le monde la surnomme, a fait ses preuves. Sincère ou soucieux de son image, Bob Denard souhaite qu'elle soit irréprochable. Quand il est à l'étranger, il envoie régulièrement des messages vidéo à ses hommes. La garde doit être une force de dissuasion. La garde ne doit pas être une force de répression. Je le dis à vous tous, je n'accepterai pas qu'elle soit une force de répression. Les Comores, c'est vraiment le grand moment de la carrière de Denard parce que ça incarne à la fois sans doute ce qu'il avait mûri depuis le Congo, ce que partage une partie de ces hommes, c'est l'envie de participer vraiment à la construction d'un État. Il avait acheté une ferme sur les hauteurs de l'île, 700-800 hectares, un truc énorme quand même. Et il a commencé à planter du maïs, et puis patates douces, tomates, carottes, etc. Quoi, hein, avec, il y avait des dizaines d'employés. Hein. Les Comores, je crois que là, c'est une époque de ma vie qui est assez particulière. On était des pionniers, on a aidé ce peuple à décoller. S'il y a des fermes expérimentales, c'est parce que nous les avons construites. S'il y a des routes qui viennent mise en place dans certaines régions des Comores, c'est parce que nous les avons construites. S'il y a des hôtels aux Comores aujourd'hui, c'est parce que nous les avons construits. Il n'y avait personne avant, et puis tout d'un coup, ça se développait. Et c'était bondé tout le temps. Donc ça a des retombées énormes pour la population. Donc c'était développer l'île. Voilà. Mais bon, on a encore le tampon d'aventurier, de mercenaire, et bon, ça qu'est-ce que tu veux? Les gens sont sceptiques. Hein? On va pas refaire le monde. La France utilise les services de Bob Denard pour commercer illégalement avec l'Afrique du Sud, alors boycotté pour sa politique de l'apartheid. Les Comores en profitent. La prospérité règne désormais sur l'archipel. À 60 ans, celui que certains surnomment désormais le sultan blanc des Comores s'est construit une légende sans accroc. Si la vie du mercenaire a compté des moments troubles, celle de l'homme fut tout aussi mouvementée. C'était un grand charmeur. Ouais. C'était un grand charmeur. Et il a eu beaucoup de femmes, oui. Il a eu. Ah oui, il y a combien, Gisèle, moi. Il y a plusieurs femmes. De toute façon, ses enfants, c'est de mères différentes. Oui, c'est comme un marin. Dans chaque port, il avait une femme. Et dans chaque port, il y avait un enfant. On est 8 frères et sœurs, il y a 7 belles-mères, donc c'est un peu compliqué à suivre. Donc là, au niveau famille, c'est effectivement... J'avais rencontré quelqu'un qui voulait faire un jour United Colors of Denard. En 1989, la carrière de Bob Denard est à son apogée. Mais le monde change. Avec la chute du mur de Berlin, la guerre froide se termine. Le communisme n'est plus une menace pour les Occidentaux. Le mercenaire n'a plus sa place dans ce nouveau monde. 12 ans après son coup d'État aux Comores, le château de cartes vacille.
Les mercenaires sont menacés de ne plus recevoir le financement de l'Afrique du Sud qui fait son virage de sortie de l'apartheid. Et Denard comprend que Ahmed Abdallah pourrait lâcher la garde présidentielle pour des hommes autres choisis par Paris. Et c'est dans ce contexte qu'il y a les événements entre guillemets de 89. Une fausse attaque en fait du palais présidentiel est organisée de façon à mettre sous pression Ahmed Abdallah pour la reconduction de la garde présidentielle. Et c'est dans ce contexte que Ahmed Abdallah trouve la mort d'une balle de fusil mitrailleur où les conditions précises sont troubles. Il y a plusieurs versions qui circulent. La mort du président des Comores est une chose qui nous a beaucoup touchés parce que c'était la dernière des choses auxquelles nous pouvons passer. Pour le témoin que je suis, la disparition du président était due à la panique. Alors il fallait désigner des coupables, désigner des assassins et nous avons été ceux-là, et j'étais celui-là en particulier. Mais comme je l'ai dit, responsable oui, coupable non. C'est comme si on avait scié la branche sur laquelle il était assis. Il s'entendait bien avec le président, ça roulait, il y avait quelques défauts, mais bon, c'était pas du tout dans son avantage que le président meure. L'Élysée et l'armée française contraignent Bob Denard à quitter les Comores. Il négocie sa reddition et celle de ses hommes en échange d'une importante compensation financière. Mais avant son départ, la France doit faire le ménage. Tous les récits concordent pour dire que les services français ont pris le soin d'éliminer un certain nombre de documents qui étaient dans les cantines militaires avant que les mercenaires réembarquent des Comores pour l'Afrique du Sud. L'enjeu pour Paris, c'est vraiment qu'on n'ait pas de preuves attestant de son rôle dans le détournement de l'embargo auquel est soumise l'Afrique du Sud. 3 ans d'exil à Pretoria. Une longue traversée du désert pour le patron des mercenaires avant qu'il ne rentre en France en 1993. Deux ans plus tard, il achète un nouveau chalutier. À 66 ans, il reprend du service. Lui, il sentait l'odeur de gasoil. Toutes ces affaires, ça sentait l'odeur de gasoil. Et un jour, je découvre les photos. Alors j'ai dit, dis donc, les photos des bateaux qui sont sur le bureau là, c'est quoi? Elle me dit, ah ça, c'est les bateaux qu'on a achetés là. J'ai dit, tu me prépares pas un coup d'état? Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher? En 95, on m'a demandé de refaire une opération. Les enfants du président Abdallah avaient été arrêtés, torturés. Pas mal d'hommes aussi qui étaient sous mes ordres, que nous avions formés dans la garde présidentielle aux Comores, étaient condamnés à mort. Et à la demande de la famille, ils savaient que ça allait se finir très mal. Je me suis engagé sur l'honneur et j'ai pensé que c'était un devoir moral de retourner aux Comores en 95. Je dis pas que lui, c'est forcément, tout n'était pas forcément très rose, mais il avait une espèce quand même de code d'honneur qui le bordait un peu, quoi, et qui tâchait de maintenir auprès de ses hommes. L'objectif, c'est en réalité de destituer le président Djohar qui avait été installé par l'armée française en 1989. Et donc, il construit une opération
c'est-à-dire très confortablement aligné sur celle qu'il avait fait en 78. Et j'allais dire, la magie opère à nouveau. L'un des moments importants pour eux, c'est la libération des hommes de l'ancienne garde présidentielle. Ce coup d'État va provoquer la réaction de la France. L'opération Azalée est déclenchée par Paris. Grosse opération, au final, 1 millier d'hommes à peu près. Les premières heures sont de vrais accrochages. Denard prend la mesure de la détermination française, surpris par rapport aux relations qui pouvaient être les siennes avec Jacques Foccart, et puis sans doute au feu orange qui lui avait été accordé. Cette fois-ci, il est arrêté, ramené en France en attendant d'être traduit en justice. En 1999, à 70 ans, Bob Denard est jugé pour l'assassinat du président Ahmed Abdallah. Après 2 semaines de procès, il est acquitté. Et puis voilà, après, elle est tombée malade, ça commençait un tout petit peu, et puis j'ai dit, on va quand même aller voir le médecin. J'ai dit, elle prend les clés. Il ne sait pas où il met les clés. Je trouve les clés au frigo. Et le médecin a dit, je pense que ça doit être l'Alzheimer. Je lui ai dit, ne lui dites pas. Et malheureusement, il est parti, il m'a quitté. Il est mort d'un AVC, atteint de la maladie d'Alzheimer, donc ayant oublié une partie de cette vie d'aventure. Il n'a pas eu la mort qu'il méritait quelque part, donc j'aurais préféré à la limite qu'il meure sur un champ de bataille qu'avec un appareil respiratoire, quoi. C'est affreux, ça. Depuis son décès en 2007, les hommes qui ont travaillé à ses côtés se réunissent tous les ans autour de sa tombe. Major colonel, ceux qui ont servi sous ses ordres le saluent. Celui qui avait pour devise « Orbs Patria Nostra », le monde est notre patrie, restera à jamais une figure controversée de la décolonisation. Pour ses détracteurs, Bob Denard était un chien de guerre avec du sang sur les mains. Pour ses admirateurs, un patriote. La France, qui a utilisé ses services pendant 40 ans, n'a jamais reconnu officiellement les missions de son plus célèbre mercenaire. On ne tient pas la route pendant un demi-siècle comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, en faisant n'importe quoi, n'importe comment, pour n'importe qui. Non, c'est pas possible. Je crois que les gens, faut pas prendre le peuple pour des billes, quoi. Nous n'avons pas besoin de la même logistique qu'une armée en campagne. Donc on coûtait pas cher. C'était des opérations vraiment qui arrivaient au même résultat. Et je pense que nous avons économisé beaucoup de soucis à l'Occident. Personne en dehors de cette île ne doit savoir ce qu'il se passe ici. Huis clos.